Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce deuxième épisode de la deuxième saison de Dans les Gradins, ou l'épisode... Garnet XLB. Il y a tellement de choix. Moi, je me suis arrêté sur Garnet XLB. C'est un bon choix. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu le nom Garnet XLB, j'adore ça. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de la deuxième saison, c'est pas trop compliqué. Segment mise en échec et le seul segment mis de l'avant. Mais on parle de trois choses différentes, Philippe. On débute avec le trophée Jim Gregory, les nominations, plutôt les finalistes qui ont été annoncés. Il y en a un qui n'a pas été annoncé, qui aurait peut-être dû être dans le mix. Bref, on en jase. Par la suite, on parle de la division de l'Est. La conférence de l'Est par rapport à la conférence de l'Ouest à la Ligue nationale semble avoir déjà un grand gagnant de la Coupe Stanley. Est-ce que l'Est a vraiment une chance pour la Coupe? On en parle dans quelques moments. Et finalement, on termine un peu plus local parce qu'on va jaser des Wildcats de Moncton, Phil, qui viennent d'égaliser justement cette série meilleure de 7 face au Saguenay de Chicoutimi 2-2. Un match numéro 5 qui sera bien sûr à Moncton. Et vous êtes probablement en train de l'écouter peut-être au moment où on se parle. Bref, ce sera bien sûr vendredi dès 19h. Par la suite, évidemment, segment sporadique et nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce deuxième épisode de cette deuxième saison. Pour débuter, Phil, trophée Jim Gregory. On va passer vite fait par rapport là, aux finalistes du trophée Jim Gregory. Puis après ça, on va donner nos opinions par rapport à ceux-ci. Bill Guérin, bien sûr, qui est le directeur général du Wild du Minnesota. Voici ce qu'il a fait pour un peu vous donner un contexte par rapport à peut-être pourquoi il a été nominé ou un finaliste. Premièrement, l'acquisition de Quinn Hughes, bien sûr, qui a été énorme pour le Wild du Minnesota. On a dû sacrifier des jeunes joueurs toutefois comme Liam Holmgren, Marco Rossi, Zeev Bouillum et un choix de première ronde pour l'acquisition d'un défenseur élite comme ça, qui, honnêtement, pour moi, présentement, est le meilleur défenseur sur la planète. Mais bon, on vient de se faire sortir des séries par l'Avalanche Colorado. Aussi, les acquisitions de Michael McCarron et de Nick Foligno pour le Wild du Minnesota, là, qui termine bien un peu ce rendement un peu plus de profondeur sur l'alignement. Et bien sûr, l'idée de ramener Jesper Wallstedt de la Ligue américaine vers les grandes ligues. Il a été exceptionnel cette saison et a bien terminé sa saison en série aussi. Pat Verbeek maintenant, directeur général des Ducks, lui a échangé notamment pour Mikael Granlund, Jeffrey Veal, qui a été une surprise en séries éliminatoires, Chris Kreider, John Carlson, l'échange de Zegras aussi, Beckett Seneca, qui est une recrue bien sûr cette année, et évidemment l'échange de John Gibson, qui est très sous-estimé d'ailleurs, a ramené beaucoup de cap sur la masse, alors qu'on s'est débarrassé de John Gibson, qui lui a été aux Red Wings de Détroit. Et finalement, lui qui le mérite le moins, voire zéro, Chris McFarland, qui est le directeur général de l'Avalanche, j'ai pas d'affaire là. Il est échangé pour Kadri, Roy, Blankenberg, Kulak, et il a signé Molinsky pour 4 ans. Big whoop. Phil, on en a jasé aussi en ronde, puis toi, c'est quelque chose qui certainement vient de chercher un peu plus, parce que le nom de Carl Dubas n'était pas dans les finalistes. Et pour moi, ça m'a grandement surpris. Je m'attendais absolument de voir Carl Dubas sur cette liste-là. Mais parle-nous un peu aussi de ce que tu penses de ce trophée-là à la base. OK. Ouais, je vais commencer par ça parce que c'est un trophée qui est toujours bizarre pour moi parce que c'est comme les directeurs gérants, ils travaillent sur des échéanciers souvent qui sont beaucoup plus longs qu'une seule année. Comme c'est difficile d'aller comme extraire une année de leur travail et de vraiment comme faire une évaluation purement de ce qui s'est passé au cours des 52 dernières semaines. Puis je sais pas, c'est pour ça que j'ai peut-être un petit malaise avec ce trophée-là, parce que, écoute, un gars comme Dubas, par exemple, c'est certain que beaucoup de ses accomplissements au cours de cette année n'ont pas nécessairement une valeur immédiate, parce que, tu sais, il est allé chercher beaucoup de choix de repêchage, il a ramené beaucoup de choix de repêchage dans le camp des Pingouins, quelque chose qui manquait cruellement au sein de cette organisation. Mais oui, tout ça, c'est du potentiel, c'est inexploité encore. Donc, c'est difficile de porter un jugement sur ça. Moi, je trouve que ça a quand même une grande valeur étant fan des Pingouins, puis sachant que notre équipe a beaucoup besoin d'aller chercher justement des jeunes espoirs comme ça. Fait que, ouais, c'est comme une valeur qui n'est pas encore matérialisée.
Puis c'est très difficile de porter un jugement sur quelque chose comme ça. Cela dit, il a aussi fait des bonnes acquisitions au niveau des agents libres. Où, écoute, par exemple, Igor Chinakov aussi, qui franchement a été une révélation chez les Pingouins. Très jeune encore. Ouais, puis écoute, ça, c'était vraiment un coup de génie de la part de Dubas. Cerné a correctement évalué qu'il y avait un joueur avec une énorme possibilité d'amélioration qui était au sein d'une organisation un peu toxique pour lui et lui a donné une opportunité puis il est allé chercher ça pour honnêtement des peanuts. Rien. On va se le dire. Fait que ça, c'est un talent. C'est une vraiment. Il y a vraiment l'instinct du tueur. J'ai l'impression Kyle Dubas, parfois, comme ça, il est capable d'aller dénicher des joueurs qui ont besoin d'un nouveau départ au sein de certaines organisations. Puis, on dirait que tout ce qu'il a accompli, il l'a fait sans trop sacrifier quoi que ce soit. Vraiment, il a navigué une très, très fine marge. Et puis, tout en construisant un peu le futur de l'équipe, est allé chercher des joueurs qui ont aidé l'équipe à être compétitive puis à se qualifier même pour les séries éliminatoires. Puis faire ces deux choses-là en même temps, ça me semblait comme quelque chose de bien franchement impossible pour Dubas. Fait que c'est honnêtement, c'est incroyable qu'est-ce qu'il a accompli cette saison. Puis certainement que j'aurais aimé voir son nom dans la course. N'empêche que je peux pas dire que je suis scandalisé par aucun des trois noms sur cette liste-là. Pour moi, ça va quand même comme souvent le rendement de l'équipe. Puis je pense que c'est un des prix aussi, c'est un des trophées où on va le plus mettre d'accent sur ce qui s'est passé en première ronde des séries aussi, comme tu sais, parce qu'un directeur général, c'est comme, OK, t'as amené ton équipe en série, mais là, après ça, ton équipe, est-ce qu'elle a fait quelque chose de cette opportunité-là? Puis on a vu que les Pingouins ont perdu en première ronde, donc peut-être que ça a joué un peu comme... J'aimerais croire que non, mais je suis sûr que oui, quelque part, ça a eu quelque chose à voir là-dedans. Puis, tu sais, les trois directeurs gérants qui ont été choisis, c'est des directeurs gérants dont l'équipe est passée au deuxième tour. Donc, ça, je pense que c'est peut-être une partie de cette décision aussi, mais vraiment, si on regarde là, purement les accomplissements individuels au cours de la saison régulière, puis au niveau vraiment de la gestion de l'équipe, des effectifs, puis des atouts, des ressources, je pense que Dubas était vraiment presque indétrônable, franchement. Non, je suis d'accord. Comme, pour ce qu'il a accompli cette saison. Mais je pense qu'il y a d'autres facteurs qui sont entrés en ligne de compte. C'est peut-être pour ça qu'on voit ces noms-là aujourd'hui. Mais je vais parler un peu quand même des trois finalistes. Écoute, pour Verbeek, honnêtement, je pense que son plus grand mérite, c'est d'avoir embauché Joel Kenville. Honnêtement. À part ça, comme... Il est allé chercher des vétérans, oui, c'est vrai. Comme les autres, tu sais... Les Ducks, c'était une équipe qui avait évidemment un grand potentiel à exploiter, à développer. Puis on savait que ça s'en venait un peu, je pense, pour les Ducks aussi. Comme c'était juste une question de temps avant que les Cutter Gauthier, les Leo Carlson, les Beckett Seneca, les Jackson Lecombe, ces joueurs-là allaient éclore tôt ou tard. Puis finalement, ça a été cette saison. Mais ça, c'est des choses pour lesquelles Verbeek est en partie responsable aussi, parce qu'il était là au cours des années précédentes où on a repêché, par exemple, ces joueurs-là. Donc oui, il mérite du crédit pour ça, mais comme ça reste que techniquement, c'est qu'est-ce que tu as accompli cette année, je veux dire. Fait que, je sais pas à quel point je peux comptabiliser ça dans sa nomination, mais oui, écoute, l'embauche de Kenville, pour moi, c'est très important. C'était pas un fit que j'aurais qualifié d'intuitif au début de la saison. Puis quand j'ai vu ça, j'étais un peu étonné. Puis j'étais comme, OK, peut-être que ça va marcher. En tout cas, c'est intéressant comme recrutement. Puis ça a été vraiment un coup de génie, finalement. Ça a super bien fonctionné avec cette équipe de jeunes-là. Puis peut-être qu'il a amené une certaine rigueur puis une discipline dans l'équipe dont on avait besoin. Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'était un très, très bon move. Mais, tu sais,
oui, c'est lui qui a fait l'embauche, mais après ça, il y a beaucoup de travail à faire par la suite qui se fait au niveau de l'équipe, des joueurs, puis tout ça. Donc, il mérite un certain crédit quand même. Au niveau des vétérans qui est allé chercher, je veux dire, tu sais, c'est correct. On est allé chercher Kreider, on est allé chercher Granlund. Veal aussi, ça a été une belle révélation. John Carlson. Il n'y a rien de renversant là-dedans. Non, c'est ça. Je pense que c'est quand même... On a saisi des opportunités qui se sont présentées à nous. Puis, écoute, on a quand même fait un bon travail. Puis aussi, très bonne gestion des ressources de l'équipe. On a réussi à se donner un peu d'espace sous le cap salarial. Puis je pense que cette équipe-là est maintenant en bonne position pour se présenter comme une équipe compétitive pour plusieurs saisons à venir. Donc, à ce niveau-là, certainement que Verbeek a fait quand même un bon travail. Maintenant, Bill Guérin, j'ai vu quelqu'un présenter un peu les 3 finalistes comme le plus gros échange, l'équipe la plus améliorée, puis la meilleure équipe. Puis je suis un peu d'accord avec ça. Oui. L'équipe la plus améliorée, c'est probablement les Ducks. Il y a peut-être les Sabres aussi qui sont dans la conversation. Mais les Ducks... Les Sabres l'ont fait sans faire de move. C'est ça. C'est ça l'affaire. Cette année, là, apporter 3 défenseurs qui... Bon, il y en a un qui a joué de bonnes minutes, puis c'est Logan Stanley. Luke Shen, tu le vois pas. Puis même chose pour Mike Kesselring, tu le vois pas non plus. Josh Doan, c'était... c'est vrai que c'était bien. C'était pas cette année non plus. Fait que voilà. C'est ça. Donc oui, j'aime cette philosophie-là de l'équipe la plus améliorée, le plus gros échange, puis la meilleure équipe. Le plus gros échange, c'est Quinn Hughes, sans équivoque. Ouais. C'est probablement l'échange phare de la saison 2026, pour être honnête. Et c'est ça. Écoute, c'est un échange qui m'avait laissé un peu perplexe au début parce que je me disais, OK, mais ils ont besoin d'un centre, cette équipe-là. Ils ont toujours besoin d'un centre. Ils ont encore besoin d'un centre. On l'attend encore. Mais finalement, on a réussi quand même à éponger un peu cette absence-là au centre, cette carence-là dans l'équipe avec un défenseur de premier plan qui joue des grosses minutes, qui va chercher de l'offensive aussi. Donc, oui, ça a marché. On est passé par un autre chemin pour arriver un peu au même but, mais on a vu que le Wild manquait encore cruellement de ressources face à une équipe comme l'Avalanche qui est en toute part supérieure. Je pense que c'est assez clair. Est-ce que ça aurait été différent si on avait peut-être un peu plus de profondeur au centre? Peut-être, qui le sait, mais... Karen jouait des minutes de deuxième trio en passant. Excuse-moi, ça peut pas arriver, ça. C'est une équipe compétitive de même, ça peut pas arriver. C'est certainement pas idéal. Puis, écoute, je le félicite quand même pour cet échange-là. À voir aussi ce que vont devenir ces joueurs qui ont été envoyés outre-mer à Vancouver, parce que il a quand même payé cher. On va se le dire. C'est 3 choix de première ronde puis un autre choix de première ronde qui s'ajoute dans le fond. Mais c'est pour Quinn Hughes. Bon, crédit à Bill Guérin, il a fait quelque chose que le Wild n'avait pas fait depuis des lunes, c'est-à-dire participer à une 2e ronde des séries. Puis malheureusement, on se butait à un géant, un colosse en 2e ronde. Donc, OK, Bill Guérin. Puis oui, c'est vrai, est allé chercher aussi quelques pièces de profondeur. Tu sais, Tarasenko, Nico Sturm. Tarasenko, j'ai oublié. Ouais. Jeff Petrie aussi. Fait que il y a tout ça, mais encore une fois, je suis pas nécessairement convaincu de son côté. Et McFarland, c'est la meilleure équipe, c'est l'Avalanche. Écoute, quand une équipe récolte 121 points au classement, c'est difficile d'omettre un peu le travail qui est fait en arrière-plan. Je pense que c'est quand même, c'est pas à négliger comme la rétention du contrat de Brock Nelson, parce que ça est devenu vraiment un joueur instrumental dans cette équipe-là. Tellement. Un joueur clé. Puis écoute, il y avait quand même des gymnastiques à faire un peu pour s'assurer que Nelson rentre dans l'échéancier. Donc, ça, c'était un move important. Brent Burns,
Écoute, il continue de défier l'âge, cet homme. Il joue du très bon hockey. Il joue du très bon hockey, franchement. Ouais, c'est bien dans cette équipe de Colorado. Bonne présence d'un vétéran au sein de cette formation. C'est une équipe qui est quand même âgée aussi, celle du Colorado. Peut-être la plus vieille, la plus âgée. Ouais. Mm-hmm. Mais écoute, ça se voit pas. Ça n'a pas l'air d'une équipe qui est en manque de carburant là, à ce stade-ci des séries. Retourner chercher Nazem Kadri aussi, je pense que c'était comme un coup de génie. Ouais. Très, très bien trouvé parce que Kadri était un peu. Cherchait une vocation, là, un peu, on va se le dire, à Calgary. Là, ça n'allait nulle part, clairement. Donc, ça prenait quelqu'un pour aller séduire ce joueur-là. Puis pourquoi pas Colorado? Il était déjà allé, connaît bien ce système. Puis, écoute, Kulak aussi, je pense que c'est un bon vétéran qu'on a ajouté à la ligne bleue. Puis, plus solide qu'un Sam Girard, par exemple. Nicolas Roy aussi. Excellente pièce pour le quatrième trio. Donc, même pas juste sur le 2. Je viens de voir les lignes. Ouais. C'est fou, c'est dégueulasse. Ouais, c'est de la folie pure. Ouais. Mais on sait que du côté du Colorado, il y avait déjà plusieurs éléments qui étaient en place. Ça, c'est assez clair. Là. Cette équipe-là avait besoin d'être consolidée pour être vraiment là. Comme déjà, même avant même que la saison commence, on savait que l'Avalanche était une menace. Mais de venir consolider cette équipe-là puis de venir appuyer justement le noyau avec toutes ces pièces-là, c'était exactement qu'est-ce qu'on devait faire. On n'en a pas fait trop du côté de Chris McFarland. On n'a pas tenté d'éclater l'équipe. Natchez aussi, c'est un joueur qui s'est solidifié dans cet alignement-là puis qui est devenu évidemment un producteur de premier plan pour l'Avalanche aussi. Donc, rien de... À part une autre chose aussi pour laquelle je dois lui donner du crédit, c'est d'avoir comme figuré la situation des gardiens de but au Colorado, parce que ça, c'était une chose peut-être là où on était un peu plus incertain du côté de l'Avalanche. Et a fait les moves nécessaires, puis a trouvé un tandem de départ qui est vraiment sensationnel là, pour l'Avalanche. Donc, honnêtement, je pense que tout ça, ça mérite beaucoup de crédit quand même. Puis, si tu as à me dire lequel choisir parmi les trois, ça va peut-être pas te plaire, mais moi, je pense que je vais du côté de Chris McFarland. Honnêtement, ce serait mon choix pour remporter cette course à 3 parce que je pense qu'il a fait tout. Il a donné à l'équipe tout ce dont elle avait besoin pour vraiment se solidifier, se consolider. Puis, moi, je ne néglige pas ce travail-là du tout. Moi, je pense que c'est l'année Bill Guérin, je vais pas te mentir. Okay. Ça sera un sweep Bill Guérin, malheureusement, pour 2025-2026. Il y a eu les Olympiques. Il y aura maintenant un petit Jim Gregory qui va l'accompagner. C'est juste, faut tellement avoir un culot pour faire ce genre d'échange-là, pour aller chercher... À la base, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'histoire, jusqu'à présent, dans la carrière de Quinn Hughes, qui se disait... Lui, il va se faire échanger. À chaque fois qu'on commençait cette discussion-là, c'était toujours Jack Hughes qui allait rejoindre Quinn Hughes à Vancouver. Ouais. Parce que c'était une pièce qui allait jamais bouger. Mais quand tu te fais donner des gars, et je vais pas te mentir, Liam Hogan ne va jamais être plus qu'un gars de troisième trio. Marco Rossi, c'est jamais plus qu'un centre de deuxième trio. Ziv Boyum, c'est évidemment la grande pièce, on verra. Choix de première ronde qui va être 27, 28 de toute façon. C'est presque un choix de deuxième tour. Puis de tout ça, tu vas aller chercher un gars qui présentement fait 7,85 par année, ce qui te donne peut-être cette année et l'année d'après pour aller essayer de chercher une Coupe Stanley. Le contrat de Kaprizov rentre en pièces l'année prochaine, mais non seulement ça, tu as des gars comme Tarasenko, puis quelques autres, Foligno aussi, des gars qui font 4,5 à 5 millions par année, qui vont demander un contrat, mais t'as pas besoin de leur donner 5 millions encore. C'est des gars qui vont peut-être demander moins parce que c'est une équipe qui va être compétitive et ça te donne du cap pour aller chercher un centre de premier plan. Je dis pas que ça va être Austin Matthews, mais Bill Guérin est maintenant excessivement aimé des Américains. Il y a certainement quelque chose à faire avec cette équipe-là. Puis pour cette raison-là, à cause qu'il a débloqué
cette identité-là d'équipe superstar, je pense qu'il mérite énormément. Puis il l'a fait en utilisant des morceaux qui ont été cherchés du côté du Wild il y a quelques années. Si on donne ce trophée-là à Chris McFarlane, ça va juste être une reprise de ce que Jim Neal fait depuis 2022-2023 parce qu'il en a gagné 3 de suite avant cette année. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait lui reprocher, par contre, le contrat qu'il a donné à Kaprizov, je veux dire? C'est-tu Bill Guérin qui l'a donné à Kaprizov le 17? Je pense que oui. Ça c'est possible. Ça, je peux lui reprocher. C'était cette saison. Ça, je peux lui facilement lui reprocher. C'est horrible comme contrat. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On donnera un era de hockey où le plafond salarial arrête d'augmenter, mais je sais que 17 millions, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Je l'aime de tout mon cœur, le Kaprizov. Je trouve qu'il est excellent, mais... Il a donné aussi le contrat de 7 millions à Matt Boldy. 13, Matt Boldy fait encore 7 millions pour un autre 5 ans. Ça, c'est horrible. C'est fou comment c'est bon. Honnêtement, au niveau. Moi, j'ai des questions pour Bill Guérin au niveau de la gestion des ressources. Là. C'est pour ça que je trouve qu'il y a des. On dirait qu'il y a des gérants qui ont mieux géré, mais lui, c'est certain qu'il a été flashy. Il a été flashy. Il a plus été remarqué que les autres. Ouais. Il n'a rien fait en discrétion, là, Bill Guérin. Là. C'était bing, bang. Puis envoie le kitchen sink, comme disent les Américains. J'ai bien hâte de voir qui va l'emporter. On a déjà eu quelques gagnants, dont le trophée Calder, qui était unanime. Aucune surprise là. Matthew Schaefer. C'est la première fois depuis Teemu Selanne que ça l'arrive. Est-ce que je suis surpris? Aucunement. Bref, ça a été une saison super. J'ai bien hâte de voir où il va amener cette équipe-là parce que Mathieu Darche, comparativement aux 3 gars qu'on a nommés, n'a rien fait de bon. C'est pas plus. 24. J'ai même envie de dire 25, mais je vais pas me prononcer trop fort là-dessus. 58 points au total, si je ne m'abuse. Ce qui est moins que Lane Hudson, mais c'est les buts. C'est les buts qui... Puis c'est avec l'équipe aussi qui l'a fait. Lane avait au moins de l'aide. Tu sais, Mathieu Darche, d'ailleurs, si tu nous écoutes, je t'adore, j'ai ta rondelle. C'est mon joueur préféré de l'histoire du CH, mais arrête. Oui. Mais faut que tu fasses quelque chose de bien, s'il te plaît, Mathieu. Cette année n'a pas été la tienne avec les Highlanders, ça l'arrive. En parlant de l'Est, écoute, cette année, comme à chaque année, c'est toujours confrontation Est contre Ouest en finale de la Coupe. Mais en regardant les séries, Phil, j'ai un pressentiment que l'Est n'est même plus dans l'équation. Pas en 2020. C'est vrai. C'était Est contre Est, le Canadien et le Lightning. Prémonitoire. Tu veux dire quoi, prémonitoire? Là? Apparition du Canadien en finale de la Coupe. Non, peut-être pas cette année, mais attends, Phil, come on, attends un peu, là. Mais l'idée, c'est que plus qu'on regarde les séries, plus que je me dis... OK, est-ce que selon toi, une équipe dans l'Est, que ce soit Buffalo, Montréal ou les Hurricanes, ont même une chance de compétitionner face... On le sait, ça va être l'Avalanche. Comme il y a pas... Je pense pas qu'il y a personne qui pense autrement. Est-ce qu'ils ont une chance, réellement? Non. J'ai écrit la même chose. J'ai fait... Ce segment-là a été écrit en surligné, puis la seule réponse que j'ai pour toi, c'est non, l'Avalanche est trop fort. Vraiment, que dire autre que ça? Si vous suivez le hockey à la maison et que vous regardez ces matchs-là que l'Avalanche joue, l'Avalanche vient de dominer ce qui était la 2e meilleure équipe statistiquement de la Ligue cette année, ou 3e. Je pense que les Hurricanes ont été juste au-dessus, côté points au classement général. Et les ont... Écoute, je sais pas comment expliquer autrement que c'est une équipe qui peut juste gagner de toutes sortes de façons. J'écoutais une entrevue, je me souviens plus c'est quel joueur, mais il disait l'Avalanche du Colorado, c'est pas plaisant parce qu'ils vont juste toujours avoir une façon de gagner. Ils vont gagner un 0 s'il faut, comme qu'ils peuvent gagner 9-6 comme le premier 9-6 comme le premier match. C'est une équipe qui s'adapte énormément, puis ça paraît dans le plan de match de Jared Bender aussi. Il y a quelque chose qui va juste super bien sur cette équipe-là. Puis malheureusement, si on parle des Hurricanes face à l'Avalanche, c'est simple, ils ont juste pas le pouvoir de superstar-là qui va juste leur donner ce petit avantage-là. Chez l'Avalanche, t'as les McCart, t'as les McKinnon, t'as les Natchez, t'as les Landeskog. Brock Nelson pourrait être dans cette catégorie-là aussi.
Puis évidemment, tu as les deux des meilleurs gardiens statistiquement de la Ligue cette année. S'il y en a un qui va pas, tu mets juste l'autre, il n'y a pas de trouble. Puis, tu sais, si tu penses aux Canadiens, ben au moins, tu as ce star power-là, mais tu pas l'expérience, tu pas le contrôle d'un match que l'Avalanche va avoir. L'Avalanche semble toujours être, justement, j'adore ce mot contrôle pour parler de cette équipe-là. T'as des gars dans le milieu de la glace qui sont juste toujours les bonnes personnes à avoir. Les Brock Nelson et Kadri sur un troisième trio, puis un Drury sur un quatrième. Tous des gars qui sont capables de produire offensivement et qui sont très bons défensivement. Cette équipe-là est juste bâtie pour gagner. Puis je veux même pas parler des Sabres, ils n'auront aucune chance. C'est juste... Il n'y a rien qui va bien aller si c'est les Sabres qui seront en finale de la Coupe contre l'Avalanche. Même que je suis prêt à dire que l'Avalanche va peut-être perdre un autre match avant la fin de tout ce chemin. Non, mais soyons honnêtes, même que ce soit Vegas ou que ce soit Anaheim, l'Avalanche... comme un autre match comme avant la finale de la Coupe. Non. Tout au long de ce chemin. Ben, peut-être, non, ils vont balayer la finale de conférence. Okay. Ils vont peut-être perdre un match en finale de la Coupe. Okay. Je m'en fous que ce soit Vegas ou Anaheim, ils ont pas une chance. Ben non, comme... Je préfère, si je suis le Canadien, je préfère affronter ces deux équipes-là que les Kings, par exemple. Largement. Tu sais, je préfère affronter Vegas ou Anaheim. Vegas va bien, faut pas que je te mente, mais Carter Hart, pas gardien de finale de conférence. Il y a tellement de choses qui vont, mais qui vont pas. Ils l'ont fait avec Adin Hill. Non. Adin Hill a comme un 8,80 genre cette année, ça va pas bien. Non, mais je veux dire, Vegas l'ont fait avec Adin Hill. Ah oui, mais quand il était correct, il était bon, Adin Hill, tu sais. En tout cas, je pense pas que ça va durer trop longtemps, ce petit segment-là. C'est juste pour mentionner l'idée que l'Avalanche est beaucoup trop fort. Honnêtement, c'est les Ducks qui se font éclipser. C'est juste... Je suis désolé pour les Ducks. Mais... Tu vas cligner des yeux, la série finie. Ouais, ça serait grave. Je pense que si c'est Vegas, honnêtement, comme... Juste la façon que cette équipe-là est constituée, comme avec leurs vétérans... J'ose croire que je peux leur donner un match. Là. Gros max 2. Là. Une prolongation peut-être. Ouais, s'ils sont bien chanceux. Là, mais, ouais, c'est ça. Je peux pas croire. Mais comme je regarde, ouais, c'est ça. Je veux dire, tu as 3 équipes dans l'Est qui sont encore en lice. Le Canadien est peut-être, bizarrement, je pense, l'équipe qui a les meilleures chances de battre l'Avalanche. Comme si mais il faut battre les Hurricanes. Si je pourrais choisir une, mais comme je pense que les Canes sont plus susceptibles de se rendre en finale. Oui, ils n'ont pas perdu un match, man. Mais comme si j'avais à choisir comme qui je voudrais qui représente l'Est en finale, je pense que je prendrais quand même les Canadiens justement à cause du Star Power parce que c'est le même problème pour les Canes. Moi, c'est une équipe que j'aime, c'est une équipe que je trouve qui est tellement bien coachée. Il joue. Non, arrête de te faire aller la tête comme ça. C'est une équipe d'effort. C'est une équipe très, très soudée, celle des Canes. Puis comme c'est difficile à affronter parce qu'ils jouent toujours 60 minutes. Ils jouent un style de hockey très, très compact. Ils attendent leur chance. Ils sont patients. Oui, mais c'est quand même une équipe qui joue un système qui est difficile à affronter. Yeah. Puis je pense qu'il y a des critères là, d'une équipe qui font en sorte que ce système-là peut être percé. Puis comme les Panthers avaient ces critères-là, puis de la même façon que le Colorado les a aussi, pas nécessairement... Ils vont pas nécessairement démanteler cette équipe-là de la même façon. Les Panthers, c'était beaucoup avec leur jeu physique, mais je pense que ce système-là fonctionne jusqu'à un certain point. Puis, comme cette année, parce que les Panthers sont pas là, ça peut les amener en finale de la Coupe, mais pas plus loin. Non, je pense que ça peut pas les amener plus loin. Je suis d'accord. Parce que ça va être l'Avalanche. Puis c'est juste... Ça a 2 équipes. Ce système-là, c'est limite. Oui. Puis j'adore la façon dont ils jouent. Comme, honnêtement, comme ils méritent du crédit pour ça, mais le système a des limites. Comme ils ont pas le...
who are your household names? C'est ça. You know. Qui tu vas scander dans la Oui, foule? T'entends pas personne crier « Ah-ho! 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 » Non, mais t'entends pas même ça? que, honnêtement, comme les Canes, présentement, c'est Stan Coven et c'est Taylor Hall qui mènent la charge. Ouais, Jackson Blake aussi. Ben, ce Jackson trio-là. Blake, Ce sure, trio-là yeah, fait ce très trio-là. Puis, tu sais, le premier trio, c'est un trio qui est excellent pour du shutdown aussi. Comme, bien. Mhm. Puis ça, je pense que ça peut, comme ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner peut-être contre. Tu sais, on peut utiliser ce trio-là dans une mesure un peu Contre plus le Canadien, par exemple. défensive, ouais, comme contre le Canadien, puis essayer de juste frustrer le premier trio, puis se fier justement à ce deuxième trio-là pour de la production, mais comme il va arriver à un moment où ça va ralentir là, du côté de Hall, Stankoven et Blake. Faut pas oublier qu'ils ont affronté des plombiers jusqu'à présent, Ouais, les c'est Hurricanes. C'est pas soutenable, là, qu'est-ce qui se passe présentement de leur côté. Fait que, comme je vois juste, encore une fois, je vois que ça va s'assécher du côté des Canes au mauvais moment. Puis c'est malheureux à dire, mais ils sont pas là. Yeah. Ils sont pas là. Je suis d'accord. Ben, à la base, eux autres sont déjà en vacances, les Kings. Attendent bien sûr le gagnant de Montréal-Buffalo, match numéro 5, jeudi ce soir. Lorsque vous écoutez ça, le match va déjà terminer. Beau petit retour à Buffalo, mais je suis d'accord. C'est difficile à prédire en plus quand tu affrontes les Kings, mais bon. Ce sera à voir. La fatigue rentre en compte aussi. En tout cas, il y a tellement de. Il y aurait aussi comme par un miracle des cieux, là, peut-être que Dobèche pourrait devenir un mur de briques absolu au cours de la finale. Et de la Coupe Stanley? Ouais, mais comme. Sinon, je veux dire. Ah, mais gars, je vais être honnête, j'adore le Canadien, mais l'Avalanche. Il joue tellement bien. Dobèche est incroyable. Il joue tellement bien, mais je veux dire, comme il faudrait que ce soit une performance tellement. Ce sera Conn Smythe. Anderson aussi, il a joué du super bon hockey, mais comme. Encore là, t'as pas de tu vas faire face à compétition, tellement de pression. Un barrage de tirs là, face au Colorado, puis comme à un moment donné, ça va céder. Là. Je pense pas qu'il y a un gardien qui est équipé pour juste affronter cette équipe-là 4 matchs. Comme, tu pourrais nous prendre n'importe quel gardien de l'histoire. Ça marque comme ça veut, puis c'est tellement rapide. En tout cas, on pourrait parler de cette équipe-là pendant longtemps. Mais faut parler d'une équipe un peu plus locale quand même, Phil. On l'a pas fait souvent, mais là, on se doit de le faire. Finale de la JMQ, 2e année consécutive pour Gardner McDougall et ses chats sauvages qui affrontent les Saguenay de Chicoutimi. Puis là, c'est une série 2-2, Phil. Et tu sais, comme moi, j'adore les jeunes espoirs du hockey junior qui s'amènent dans la Ligue nationale de hockey. Et là, présentement, depuis que je suis la LHJMQ, et là, c'est sans te mentir, je crois que c'est la finale avec le plus de talent de l'histoire. Tu regardes ces deux équipes-là, tu as des gars du côté des Sags comme Thomas Desruisseaux, qui n'est pas repêché, mais qui est excellent. Nathan Lecomte, Émile Guité, Émile Ricard, Thomas Lavoie, Alex Wang, Lucas Beckman entre les deux poteaux. Tu as tellement de talent et de profondeur sur cette équipe-là. Ils ont été chercher Jordan Tourigny. Laisse-moi donc tranquille. Comme c'est une équipe qui est bourrée de talent. Je vais pas te mentir que du côté des Wildcats, c'est juste une équipe qui a beaucoup plus de chimie. Selon ce qu'on voit à l'instant, c'est 4 trios qui fonctionnent très bien ensemble. C'est des défenseurs qui, contrairement aux Sags, n'ont pas besoin d'être un peu ce pilier offensif-là. On le voit souvent, surtout lors du dernier match. La raison pourquoi, selon moi, les Sags ont perdu, c'est parce que des gars comme Tourigny et Lavoie s'aventurent un peu trop en territoire ennemi. Et là, on a un peu de difficulté à se replacer défensivement dans notre territoire. Puis à 2 reprises, on a laissé, pour une raison ou une autre, Gabe Smith, qui a passé en 18 buts en séries éliminatoires déjà, fin seul dans l'enclave. Et le petit gars de le 6 pieds 4, pas sur patin, de St. Andrews va pas manquer ce genre de chance-là. Il a déjà 30 points, là, le Néo-Brunswickois. Bref, je sais pas pourquoi tu veux laisser ce gars-là fin seul, mais ça débute avec l'idée que peut-être qu'on n'a pas assez confiance en nos avants du côté des Sags, puis on essaie de donner... Parce qu'évidemment, des gars comme Thomas Lavoie, Jordan Tourigny et Alex Wang,
c'est peut-être ils sont évidemment dans le top 5. Dans la GMQ, ils sont tous dans le top 5. Là, tu inclus Tommy Blair, Xavier Villeneuve. Mais ces deux gars-là où sont aussi, il faut penser, c'est des gars qui vont être repêchés cette année dans la Ligue. Les trois autres que je viens de nommer, c'est des gars qui soit sont déjà repêchés en Alex Wang ou des gars qui sont juste trop bons et qui jouent à un âge un peu plus élevé dans la LGMQ, ce qui arrive. Mais je pressentiment que ces jeunes joueurs-là, comme Émile Guité, qui lui a 18, même âge que Caleb Denoigny, Ricard aussi, Nathan Lecomte, ont une certaine confiance, mais vont laisser la rondelle trop souvent à des gars comme ça. Et ça permet aux Wildcats de contre-attaquer. Et puis quand tu as une équipe qui est excessivement rapide, comme les Wildcats, surtout en contre-attaque, n'ont pas de difficulté à se rendre à l'autre bout de la patinoire rapidement, ça donne ce que ça l'a donné pour moi lors du dernier match. Puis si on se souvient, bien le dernier but qui a été marqué, c'est justement encore une fois un surnombre sur contre-attaque, sur une transition offensive comme ça. Puis si ça continue, bien ça va juste être dans la poche. Faut aussi shout out Garner dans tout ça parce que perdre un match comme ça, tu sais le premier match du côté de Chicoutimi, on le dit souvent du côté du hockey, c'est toujours plus facile de gagner le premier match. Quand tu arrives à l'étranger, c'est toujours plus facile parce que le deuxième match, toujours une équipe qui est plus en contrôle redevient sur sa propre patinoire. Fait qu'il faut donner beaucoup de crédit à Garner, qui à la base est déjà le GOAT de l'histoire des Wildcats en tant qu'entraîneur-chef, ce qui fait aucun sens. Ça fait même pas 2 saisons complètes qu'il est là. Bref, on le connaît, Garner McDougall. Mais non, c'est un peu ce que j'avais à dire par rapport à cette série-là. Puis là, évidemment, on revient à Moncton demain ou quand vous écoutez ça le soir même. Puis c'est si pas le match le plus important de la série, c'est certainement proche. Parce que le gagnant de ce match-là, il mène 3-2. Si c'est les Wildcats qui l'emportent, tu t'en vas à Chicoutimi avec une avance de 3-2, puis au moins, tu peux espérer un match numéro 7. Mais revenir à Chicoutimi, un déficit de 3-2, ça va être difficile pour les Cats. Fait que j'ai bien de voir ça. Surtout que c'est une équipe qui a beaucoup dépensé aussi dans la ronde précédente. Là. Je veux dire, ça a été vraiment... on s'est battu jusqu'au sang là, avec l'Armada. Donc, je pense que ce match numéro 5-là est énorme. Il faut profiter de l'avantage de la patinoire. Il faut jouer 60 minutes de hockey aussi, ou le plus proche de ça possible. Parce que dans la GMQ, je m'attends à ça. Comme je m'attends qu'il va y avoir des petites bases de performance au cours d'un match. C'est tout à fait normal. Hockey junior, comme je le dis souvent, c'est du hockey qui est très volatile. Il va y avoir des changements de momentum, évidemment. Puis ça va être une game. On dit souvent le hockey, c'est une game d'erreur. Comme là, ce sera plus le cas que jamais, je crois. Donc, c'est qui en fera le moins. Tu parlais justement de ces avants-là qui se doivent d'être responsables défensivement. Même coaster un peu en repli défensif, c'est une erreur à ce stade-là parce qu'on est en finale. Les enjeux sont grands. Puis ça prend juste un moment d'inattention pour perdre la série éventuellement. Fait que, ça va être vraiment... écoute, l'enjeu est énorme, puis ça va se jouer à peu. Là, clairement, on a vu que c'est 2 équipes qui sont séparées par très peu. Je pense que les Saguenay sont peut-être un peu plus profonds. Mais du côté des Wildcats, quand même, là, tu peux pas ignorer si tu regardes les 5 meilleurs pointeurs des séries présentement, Gabe Smith 30, Tally Mutrin 27, Tommy Blyle 25, Caleb Desnoyers 23, puis il y a Maxime Massé qui se glisse en 4e position au milieu de ce champ de joueurs de Wildcats, donc avec 23 points lui aussi. Mais clairement, les gros canons du côté des Wildcats ils ont pas flanché jusqu'à présent, puis ça doit continuer d'être tes meilleurs joueurs aussi. Faut qu'on soit opportuniste aussi dans une certaine mesure parce que Lucas Beckman est excellent aussi du côté des Saguenay. J'allais parler de Beckman. J'ai vu Rudy Guimond des séries, 1.82. C'est quoi son pourcentage d'efficacité? Est-ce qu'il est encore dans 924. OK. Ouais. Ça l'a descendu, mais c'est quand même excellent. Puis si vous regardez les matchs, vous allez comprendre que c'est aucunement de sa faute, les défaites à plusieurs reprises. Hier, d'ailleurs, Rudy... Des gros volumes de tir. Oh my God, c'est toujours une trentaine au minimum. Mais Rudy, au contraire, il est un peu chambranlant là, dans le dernier match. Hier, il s'est enfargé un peu dans ses patins 1 ou 2 fois avant de laisser un but rentrer, si je me trompe
c'était pas Thomas Lavoie, c'est un autre défenseur qui avait marqué, là, je me souviens plus, je m'en désole. Ben, c'est des erreurs qui sont un peu contre l'idée de Rudy Guimond, qui est très rudimentaire. Je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, là, mais très rudimentaire dans son jeu, très constant, très calme. Mais hier, semblait pas être en plein contrôle de ses moyens, mais heureusement, son équipe est là pour ça. Puis je pense que c'est ça qui sépare les meilleures équipes de ceux qui ont un peu plus de difficultés. Quand on a le plus de besoin, Rudy Guimond va être là. Mais sinon, c'est une équipe qui peut surmonter un Rudy Guimond qui est un peu moins en forme. Mais Lucas Beckman, ça, c'est de loin et toujours, c'est le meilleur gardien de la GMQ. Je vais le dire et le redire. Il est phénoménal. Si c'était pas de lui, cette série-là n'est pas de jamais dans 100 ans. Mais bon, c'est une série qui est égale. Puis si y a match numéro 7, tant mieux parce que c'est à Moncton. Puis on sait qu'est-ce qui s'est passé contre l'Armada aussi. 3 buts gagnants aussi en passant pour quel joueur des Wildcats, tiens? But gagnant, ouais. Ce sera pas Gabe Smith. Gabe Smith a fait 9 buts en avantage numérique, fait qu'il y a ça. C'est lui qui mène au niveau des premiers buts du match aussi. 3 buts, Gabe Smith. 3 premiers buts du match. Ouais. But gagnant, bizarrement, j'aimerais... Tommy Blair en a fait au moins un, fait que je vais lancer Tommy Blair. C'est Gavin Cornforth. Gavin Cornforth, il n'a pas autant de points, mais il doit pas être loin du 20. Peut-être le 15, ouais, je suis pas sûr. Faudrait que je regarde la liste complète. Mais bon, si tu y vas vite fait, j'ai trouvé quelque chose aussi sur le site. La LHMQ, la Ligue de hockey canadienne a fait sa liste des 50 meilleurs joueurs dans les 50 dernières années. Est-ce que tu veux prendre une devinette de qui est premier? Attends un peu, je te trouve Gavin Cornforth, 11 points. 11 points. 8 buts, 3 passes. OK. Ben, regarde, c'est un autre gars de profondeur énorme. Là. Gavin Cornforth, il est d'ailleurs incroyable. Ta question, c'était? Écoute, la Ligue canadienne de hockey, la CHL, regarde pas mon écran, s'il te plaît, a fait une liste des 50 meilleurs joueurs dans les derniers 50 ans. Est-ce que tu peux me dire le numéro 1? Dans la... Ah... OK. Il est dans la LG. Il était dans la LGMQ. Mario Lemieux. C'est sans aucun doute Mario Lemieux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si vous voulez vous faire plaisir, s'il vous plaît, allez visiter la page de Hockey DB de Mario Lemieux. Avec les voisins de Laval, c'était complètement stupide. Il y a une raison pourquoi il a été choisi premier au total en 1984. Je vais lancer ça comme ça. Là. Sa première saison, il a fait 96 points en 64 matchs. Une petite saison tranquille. La saison d'après, un petit 184. Puis après ça, vous irez voir l'autre d'après. Vous m'en direz des nouvelles après ça. Mais ouais, non, c'est une série qui va se terminer, selon moi, là, à la toute dernière goutte. Mais c'est bien parce que c'est fou comment 3 équipes si dominantes que ça nous donne un très bon spectacle. Puis c'est une des premières fois depuis dans les dernières années où je suis capable de affirmer l'idée que c'est possible que la GMQ remporte la Coupe Memorial. Puis ça fait longtemps. On a vu les Rangers de Kitchener remporter la Ligue ontarienne. Ouais. La Ligue de l'Ouest, si je ne me trompe pas, n'est pas encore terminée. Fait qu'on voit que ça avance tranquillement. J'ai oublié aussi où c'était cette année la Coupe Memorial, mais j'ai bien hâte de voir ça. Mais c'était les derniers, c'est-tu les Sea Dogs? L'année dernière? Non, pour la Coupe Memorial. Oui, c'était les Sea Dogs. Ouais, puis qui était l'entraîneur-chef des Sea Dogs? C'était Gardner McDougall, par intérim. Ça fait aucun sens. Hey, gars, le gars est juste... c'est une vraie chef. C'est un goat. C'est ridicule ce qu'il fait, Gardner McDougall. C'est gossant parce que, genre, nous, on peut en parler... On peut parler mal comme on peut parler bien de Gardner parce qu'on l'a vu jouer contre nous. Puis là, on le voit avec nous. Puis, genre, je peux pas rien dire de mal par rapport à lui. Il est juste complètement ridiculement trop bon. Amenez ça à Moncton, les Aigles Bleus. Il est déjà à Moncton. Il est déjà à Moncton. Qui coach les deux. Je sais pas. Il peut au moins assister d'Eric Cormier. Oui, il peut. Ah oui, entraîneur adjoint. Je pense pas qu'il dirait non plus, même s'il parle juste anglais. Très smart comme bonhomme. Hey, Phil, nous, c'est le temps de passer à notre segment sporadique. Puis la mienne est pas très longue, mais fallait en jaser parce que
que dans le milieu de tout ce beau hockey, il y a aussi la LPHF qui se produit et se produit en finale complètement. C'est une finale complètement canadienne du côté de la LPHF, alors que la Coupe Walter sera disputée entre la Victoire de Montréal et le Charge d'Ottawa. Deux équipes qui ont très bien fait cette année. Le Charge a eu une petite victoire un peu plus facile que la Victoire là, pendant cette série demi-finale. D'ailleurs, j'ai vu ça passer hier. On a ajouté 2 nouvelles équipes. On avait Détroit qui s'était ajouté dans la LPHF, mais Hamilton et Las Vegas aussi vont suivre. Un total de 12 équipes maintenant dans la LPHF. La ligue qui n'arrête de s'agrandir et ça, on aime ça. Les joueuses à surveiller pour ceux et celles qui sont intéressés, là, il y a Fanouza Kadirova et Marie-Philippe Poulin, bien sûr, une joueuse pour chaque équipe. C'est les 2 seules joueuses qui ont au moins un point par match et toujours en séries éliminatoires. 5 points pour Marie-Philippe en 5 matchs et 54 pour Fanouza Kadirova. Mais cet affrontement-là, ce sera un duel de gardiennes, encore une fois. Anne-Renée Desbiens qui s'est donné des allures de Dominique Hachek dans le dernier match contre le Frost et des arrêts spectaculaires en sortant les jambières d'un peu n'importe où. La mitaine aussi. Moi, j'ai adoré la roulade. Ben oui, ça faisait penser à Marc-André un peu, le petit Fleury là, qui faisait ça. Il fait ça souvent. Et Gwyneth Phillips, en chiffres, Gwyneth, 951% d'efficacité, puis 1,62 de moyenne de but alloué. Et Anne-Renée Desbiens, c'est un petit 940 d'efficacité, puis un 1,56 du côté de sa moyenne de but alloué. Le premier match sera ce soir, mais pour vous, il est déjà passé. Le prochain match, le deuxième, ce sera samedi le 16 mai. C'est une série meilleure de 5, oui, 3 de 5, pardon. Je vous encourage vraiment d'aller regarder ça. C'est du très bon hockey, encore une fois. Ça se dispute très bien. Du hockey toujours serré, défensif, à pointage très équitable. Mais c'était ça, mon sporadique pour aujourd'hui. Un peu du hockey de Hurricanes, la Caroline. Hockey vanille. Non, mais pour vrai, moi j'aime regarder les Hurricanes. T'as pas besoin de te défendre. Mon opinion ne changera pas. Oui, je t'apprécie quand même. Et je crois qu'il y a de la valeur à regarder du hockey défensif. Donc, regardez autant les Hurricanes que la LPHF. Si vous voulez regarder les Wildcats de Moncton, en passant, c'est sur TSN aussi. Oui, sur la RDS aussi. Je dis ça juste comme ça, puis RDS. Ouais. Parce que, ils ont choisi de donner une belle scène aussi à cette finale-là de la GMQ. Donc, cherchez pas trop loin pour regarder ça. Et moi, mon sporadique, Mathieu, je t'amène dans mon univers du disque golf. Quelle surprise! Je sais que t'en es toujours ravi. Mais toi, t'as pris du hockey. À la base, c'est même pas dans On n'en parle jamais de la LPHF. C'est bon. Je voulais shout out la LPHF. Je le concède. Ouais, si c'est dans les ligues dont on parle un peu moins, c'est tout à fait correct. Moi, je te parle d'un certain Paul Ulibarri, Mathieu. Et il est connu surtout comme le commentateur de la chaîne Jomez Pro sur YouTube qui diffuse la grande majorité des tournois de disque golf. C'est du post-day coverage, donc le lendemain, en fait. Mais il faut des très bons montages. Moi, je regarde toujours cette chaîne-là. Je trouve qu'ils sont excellents. Paul Ulibarri et Jeremy Colling, shout-out. Très, très le fun d'écouter une ronde de disc golf accompagnée de ces deux-là. C'est vraiment du comment... Tu sais, comme... Ça sort du sérieux habituel des fois des commentateurs, puis c'est pas plate à regarder. Comme, des fois, c'est un peu plate. On essaie de rendre ça divertissant. Du coup, il commente, mais souvent, il participe aussi au tournoi. Et cette semaine, dimanche, c'est-à-dire dimanche dernier, il a remporté son premier titre sur le Disc Golf Pro Tour à 37 ans lors de l'Open d'Austin au Texas. Puis c'est aussi sa première victoire Elite Series en 15 ans. Donc la dernière, c'était en 2011. Donc après 72 trous, 4 rondes, donc son score de moins 36 était au sommet du peloton, tout comme celui d'Ezra Robinson, qui est un joueur redoutable qu'on ne veut pas affronter en prolongation parce que vraiment, c'est une menace, cet homme. Et ce tournoi-là a été tellement serré là, d'un bout à l'autre, franchement, il y avait comme... on était rendu au 14e trou de la ronde finale, puis comme il y avait encore 10 joueurs qui auraient pu gagner. Là, comme c'était très, très serré jusqu'à la fin.
Bon, j'exagère peut-être un peu, mais vraiment pour vous dire que c'était une course-là enlevante. Puis donc, pour la prolongation, ils ont rejoué le trou numéro 18 afin de départager les deux joueurs. Puis ça a été une exécution parfaite de Ulibarri qui est allé chercher son noiselet en 3 lancers. Puis ça a été suffisant pour abattre son rival. Puis quelques stats aussi de son côté. Il n'y avait pas de top 10 en 2025. Son meilleur résultat en 2026, c'était une 19e position. Ouais, donc pas nécessairement un joueur qu'on voit fréquemment dans la course même. Puis de ces jours, honnêtement, c'est tellement difficile. Surtout sur un tournoi de 4 rondes de battre Gannon Burke comme il est toujours dans le mix encore. Là, il y avait ses chances au cours de ce tournoi. Donc, juste ça, en soi, c'est un accomplissement. La ronde... non, excuse, pour le tournoi en entier, 88% de fairway hit. Donc, vraiment, lorsqu'il se lançait depuis la plateforme de départ, là, ne manquait pas souvent son coup. Et 15 en 15 dans le cercle 1, donc à l'intérieur de 10 mètres au cours de la ronde finale. Donc, vraiment, a joué une ronde finale très solide et quand même, là, n'a pas fait beaucoup d'erreurs au cours de ce tournoi. Puis je pense que c'est un peu ça la formule pour qu'un joueur comme ça gagne, parce que c'est pas un joueur qui a des atouts exceptionnels, comme peut lancer très très loin, mais vraiment c'est un joueur assez constant quand même, puis s'il réussit à se distancer un peu, se démarquer avec son putting, c'est là qu'il va avoir du succès, puis comme on a vu 100% là, dans le cercle 1. Okay. Donc c'est ça qui a fait un peu sa victoire, puis c'était une victoire très, très émotionnelle quand même. Il y a beaucoup de gens qui le suivent à cause de la chaîne YouTube, puis qui attendaient un peu de voir le voir connaître du succès sur le tour, donc c'était assez cool quand même. Moi, si tu m'avais dit que Paul Ulibarri allait gagner un tournoi cette année, je t'aurais pas cru, bien franchement. Autant je l'aime, là, mais c'est assez cool quand même qu'il soit allé chercher ça. Faudrait se faire une petite chaîne YouTube puis commenter les tournois de disque golf. En français? Ça n'existe pas. C'est ça, tu vois, il y a un manque. Oui, il y a un manque, on pourrait faire ça. Je te dis pas que je serais bon, je ne connais pas le disque golf, mais je serais énergétique. Un truc à le disque golf, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vocabulaire en français. Comme ça, c'est un truc que moi... on va l'inventer. Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais travailler sur ça. On se fait un dictionnaire de disque golf. Yeah. Hey, Phil, c'est temps d'entrer dans nos 3 étoiles de la semaine. Les miens vont comme suit. 3e étoile sera donnée à nul autre que Yannick Sinner, Phil, qui a battu le record de Djokovic, bien sûr, pour sa 3e victoire de suite en Masters 1000. Juste la statistique est complètement folle et il mérite certainement ses fleurs. Il va finir le tennis avant l'âge de 26. Fait que voilà. 2e position sera donnée au Tempo de Toronto, la nouvelle équipe de la WNBA. C'était la première victoire de l'équipe, là, pas longtemps passé. Une victoire contre le Storm de Seattle. Et bien sûr, mérite leur fleur aussi. Et la première position va revenir à Sean Strickland parce qu'il a battu le bon vieux Khamzat Chimaev lors du UFC 328 par décision. Et là, Khamzat veut absolument avoir une revanche et tout le tralala. J'ai vu le tête-à-tête officiel. Il était peurant, Khamzat. Il te regarde, puis tu files comme si je vais mourir sans même qu'il me touche. Fait que, c'est pas là que ça s'est tiré des coups de pied dans l'UFC? La pesée officielle comme avant. Ah, c'est possible. C'est fort possible. Ouais. C'est fort possible. J'ai cru voir ça. Sean Strickland est pas un gars de patience, là, puis Khamzat non plus. Fait que, il veut une grosse revanche, Khamzat, mais après ça, il dit qu'il veut bouger pour les light heavyweight. Là, tout de suite, c'est dans mi-lourd, je pense. Pas mi-lourd, moyen, les poids moyens. Là. En tout cas, ça passe, ça jase. On verra ce qui va arriver avec ça. Tes 3 étoiles, Phil? Moi, je commence ça avec Dalton Varsho pour ma 3e étoile parce que la saison de baseball est bien entamée. Les Blue Jays ne connaissent pas énormément de succès, mais on a eu droit à un moment festif hier au cours de cette saison quand même. Oui, un petit grand chelem en 10e manche, d'ailleurs, manche supplémentaire pour vaincre les Rays de Tampa Bay qui menaçaient de nous balayer. Et puis, ça a bien fini un peu ce passage-là à la maison pour les Jays. Les Rays de Tampa Bay
ils sont tannants. Ils sont bons aussi, je viens de voir ça, le 28-14. Ouais, ils sont bons. Ils sont comme c'est le genre, c'est une équipe comme les Islanders, les Rays de Tampa Bay. Tu te demandes pourquoi ils sont bons, mais ils sont bons. Ma deuxième étoile, c'est Anne-Renée Desbiens parce que j'ai adoré cet arrêt-là qu'elle a fait dans ce match numéro 5. Je pense que c'est un arrêt assez crucial quand même. Puis c'est la créativité. Puis je pense que quelque part là-dedans, il faut que tu réalises que comme il y a comme un instinct puis un réflexe de gardien de but qui est comme c'est quelque chose de presque surhumain. Ouais. Parce que dans ce moment-là, elle réalise que comme la seule chance qu'elle a vraiment de réaliser un arrêt, c'est si elle couvre la portion supérieure du filet en se jetant sur son dos. C'est une décision d'une fraction de seconde, puis ça a marché à merveille. Là-dessus, ça marche pas tout le temps, mais là, ça a marché, puis c'était franchement magnifique. Anne-Renée Desbiens. Et ma première étoile, c'est M. Matthew Schaefer, parce que... bien sûr. Je veux dire... Quel moment? Remporter à l'unanimité comme ça, c'est... comme même pas un. Tu sais, comme normalement, il y a toujours comme un gars qui est comme non, moi, sais-tu quoi, je vais être différent. Un gars qui vote pour Justin Rykovian, mettons. Ouais. Méchant épais. Ouais, c'est méchant épais. Il y a rien de ça. Consensus. Je pense que c'est amplement mérité du côté de Matthew Schaefer. 198 voix. Zéro. Tout en sa faveur pour le premier choix. Quoi de mieux? La recrue de l'année, Matthew Schaefer. Aucune. Sans équivoque. Puis ça a été. Il y a aussi une réaction tellement humaine là, quand il a reçu le trophée à l'émission Good Morning America aussi. Je vous suggère d'aller voir ça. C'est fabuleux. Toute une histoire, Matthew Schaefer, ça, c'en est certain. C'est ce qui va terminer ce deuxième épisode de la deuxième saison de Dans les Gradins. Où l'épisode? Garnet Exel. Je pensais pas que tu allais t'en souvenir. Je vous rappelle que vous pouvez écouter tous ces épisodes côté audio sur Apple Podcast et Spotify, bien sûr, et sur la chaîne 9 et 10 du côté de Rogers TV. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Et sur ce, bon match. Une production de Podcast NB.